Je suis d'abord un citoyen et quand j'ai milité au collectif Roosevelt, ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Et je ne reviens pas à tout ce qui a été dit là, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là. Et à un moment, je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir se lever pour agir, parce qu'on peut faire des grands discours, etc. Il faut trouver des solutions. Et il se trouve que c'était le moment où Nouvelle Donne se créait. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant, on va basculer du collectif citoyen pour rentrer dans un parti politique. Et moi, précisément, ce qui m'intéressait, parce que c'était un parti où on n'avait pas peur de parler de ce partage du temps de travail, je me suis dit, bon, j'y vais là, et puis on va construire ensemble une société où on pourrait effectivement, ça répond un peu à tous les enjeux qu'on a dit, partager le temps de travail, mais aussi partager les richesses et faire un mieux vivre pour tout le monde. Donc c'est un objectif un petit peu ambitieux. Et donc dans ma culture, on va dire ma culture collective Roosevelt, effectivement, on était sur la base, on va dire RTT Pierre Larouturou, qui a été bien présenté là. Mais quelque part, je me suis dit, on s'est dit, alors, déjà on n'arrive pas forcément à l'imposer. Le modèle 35 heures, on a eu du mal à le vendre et à le mettre en place. Il doit falloir chercher à faire autrement et à faire peut-être un peu plus innovant et un peu plus ambitieux. Et notamment ambitieux, c'est dans la limite du système Pierre, c'est par exemple, ça a été dit, les entrepreneurs, enfin les non-salariés. Qu'est-ce qu'on fait pour les non-salariés? Comment proposer une solution qui permette aussi aux non-salariés de réduire leur temps de travail? Comment proposer une solution qui permette aussi à la fonction publique, à la fonction entreprise privée et dans la fonction publique? Dans la fonction publique, il n'y a pas l'UNEDIC, par exemple, comme par rapport à ce qu'il disait, quoi. Et puis peut-être aussi se poser la question de est-ce qu'on ne pourrait pas aller au-delà des 32 heures? Enfin, au-delà des 32 heures, ça veut dire 30 heures ou 28 heures, quoi. Donc ça, c'était des questions de départ. Et en plus, il y en avait une sur laquelle on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent. En fait, c'est si on fait un modèle RTT façon 35 heures ou façon Pierre Larouturou, c'est en gros, je fais la RTT, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, je ne me pose pas la question si dans la société, il y a d'autres choses qui dysfonctionnent, on va dire, au-delà du fait qu'il faudrait partager le travail pour que tout le monde ait un travail. Et ça a amené à une réflexion qui est honnêtement complètement taboue dans les partis politiques, qui est de revisiter un petit peu notre modèle de protection sociale. Notre modèle de protection sociale, on en a un peu parlé, on a parlé des jours heureux, enfin quand c'est la résistance, etc., la sécu, etc., on en a un peu parlé. C'est bien d'en avoir parlé parce que ça nous permet de nous rappeler que pour l'essentiel, il date de, mettons, 60-70 ans, donc ces fondamentaux ont été conçus il y a 70 ans. Est-ce que ce serait choquant de considérer que quelque chose qui a été conçu il y a 70 ans a peut-être vieilli et n'est peut-être plus adapté autant que ça au monde d'aujourd'hui? Donc on a intégré dans notre réflexion ça. Alors, quelques exemples. On a des minima sociaux. Il y a des minima sociaux, il y a du RSA, il y a des minimums vieillesse, il y a des associations adultes handicapés. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'actuellement les minima sociaux sont insuffisants? Revaloriser les minima sociaux pour que les gens qui sont obligés d'en vivre aient une vie un minimum décente. On a des allocations familiales. Je pense que vous voyez tous ce que c'est que les allocations familiales. Les allocations familiales, elles sont pas mal dans le sens, enfin en tout cas moi elles me plaisent bien dans le sens où elles sont encore parce qu'elles sont un peu menacées sur ce point de vue-là, inconditionnelles. C'est-à-dire données à tout le monde pourvu qu'il y ait des enfants. C'est menacé, c'est pas sûr que ça reste totalement inconditionnel. Elles ne sont plus déjà totalement inconditionnelles, d'accord? Mais elles sont aussi, alors je mets des guillemets, elles sont aussi, on va dire, natalistes, parce qu'elles ont été conçues dans une période, justement, où on cherchait encore des familles nombreuses, on va dire. Donc elles sont progressives en fonction du rang des enfants, etc. Est-ce que ça, c'est encore bien adapté au contexte d'aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. On peut aussi se poser la question, est-ce que le montant des allocations familiales est aujourd'hui suffisant pour répondre aux besoins qui étaient de dire elles viennent en soutien aux parents qui, entre guillemets, mettent à disposition de la société des enfants. D'accord ? On pourrait se poser la question, par exemple, de qu'est-ce qu'on fait de nos étudiants ?
dans la vie d'aujourd'hui. Je pense qu'on a une société qui est un peu schizophrène avec nos étudiants. On les pousse à faire des études, et quand j'entends tout ce qui a été dit aujourd'hui, je pense que c'est bien, puisqu'il faut monter en compétences, etc., etc. On les pousse à faire des études, on leur dit allez, bac plus 3, plus bac plus 5. Et au final, on a des gens qui sont dans des situations très précaires. Enfin, il y a énormément d'étudiants qui sont aujourd'hui dans des situations très précaires. Alors, voilà, on met des bourses Crous. Je ne sais pas si vous pratiquez les bourses Crous, mais déjà, le Crous, c'est une catastrophe en termes de fonctionnement. Et puis, de toute façon, les montants sont largement insuffisants pour permettre à un étudiant de vivre décemment. Donc, on se retrouve avec des étudiants qui vont aller jusqu'à 22, 23, 24, toujours sous la dépendance des parents quand les parents peuvent suivre, ou sinon, qui sont obligés de faire des études et en même temps prendre un emploi. Alors, ce qui, au passage, prendre l'emploi pour des autres, et les mettre dans ces situations d'être en mauvaise condition d'études et peut-être en mauvaise condition d'emploi. D'accord ? Donc ça, c'est aussi une réflexion qu'on peut avoir. Et puis, dernier grand point, la retraite. Alors, je pense que vous savez comment fonctionne le système de retraite, ou je devrais dire nos deux systèmes de retraite, puisqu'il y a deux systèmes de retraite en France. Il y a ce qu'on appelle une retraite de base et une retraite complémentaire. Là, on va mettre de côté la retraite complémentaire dans un premier temps. On va se poser la question de la retraite de base. Aujourd'hui, la retraite de base, elle est, on va dire, un peu menacée. D'ailleurs, il y a des réformes régulières de retraite qui sont faites. Je pense que vous les avez toutes en tête. Et je ne sais pas si elles vous satisfassent. Moi, elles m'ont toujours laissé un peu perplexe, ces réformes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on reste dans le système actuel de retraite de base, alors vous voyez, le système de retraite de base, vous n'avez droit à votre retraite de base que si vous avez cotisé un certain nombre de trimestres. C'est typiquement ce qu'on appelle un droit social qui s'acquiert au travers de l'emploi. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que si l'emploi vient à manquer, et je pense que si maintenant vous n'êtes pas convaincu que l'emploi manque ou va encore manquer, c'est que je ne sais pas ce que vous avez fait cet après-midi, si l'emploi vient à manquer, ça va forcément impacter les retraites. Et en fait, c'est le slogan qu'on peut retenir aujourd'hui avec notre système de retraite, c'est de se dire que si tu galères dans l'emploi, quelqu'un qui galère dans l'emploi, la seule certitude qu'il a, c'est qu'il va finir sa vie dans la misère. C'est-à-dire que quelqu'un qui a du mal à avoir une carrière complète, etc., il va se retrouver avec une retraite de misère. En gros, il va se retrouver au minimum vieillesse, et le minimum vieillesse, c'est la galère. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions qui, je vous dis, qui sont très tabous dans la classe politique, mais qui, je pense, mériteraient d'être revisitées. Donc on cherche à faire un partage du travail qui concerne tout le monde et revisiter un petit peu notre modèle de protection sociale. Et ça, c'est d'autant plus important que si on est logique et qu'on accepte l'idée qu'on va continuer à baisser le temps de travail. Donc là, on est en train de parler de passer à la semaine des 4 jours. Même si on a dit que ce n'était pas forcément une semaine, même que ça peut être des congés sabbatiques, etc. Mais voilà, on est parti de 7, on est parti de 5, on est parti de là. Et il y en a dans la salle ou à la tribune qui nous ont dit oui, mais ça fait que continuer, on va encore perdre, je ne sais plus, 50 millions d'emplois, etc. Donc ça va continuer, voire peut-être ça va s'accélérer. À un moment, si on est logique, on devrait se poser la question qu'est-ce qu'on va faire le jour où on va arriver à 3 jours, 2 jours. Alors, la Guy nous a dit on n'y arrivera jamais. Donc voilà, on nous l'a rassuré. Mais n'empêche, si on continue à baisser, à un moment, il faut se poser la question. Je veux dire, on ne peut pas, je ne pense pas, militer pour le partage du temps de travail via la réduction du temps de travail individuel, sans se poser la question, à un moment, est-ce qu'il l'heure ne serait pas venue de réfléchir à découpler une partie du revenu de l'emploi ? C'est-à-dire permettre aux gens d'avoir des revenus, même si ils ont peu de temps de travail rémunéré. Ça, c'est aussi une réflexion qu'il faut se faire, et je pense que le moment est venu de se faire. Alors, une fois qu'on a mis
tout ça bout à bout, on se dit comment on va faire, comment on peut remettre sur le tapis cette question de partage de l'emploi, réduction du temps d'emploi. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais aujourd'hui, on a dit les patronats poussent quand même plutôt à remonter, hein, à revenir. Il y a eu, par exemple, je me semble que l'accord, c'est Smart qui a signé l'accord il n'y a vraiment pas très longtemps, ça fait un moment qu'on en parle. Si j'ai bien compris, c'est 39 heures payées 37. Qu'est-ce que ça veut dire, 39 heures payées 37? Ça veut dire qu'on peut se poser la question, pour le PDG de Smart, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est les 39 heures ou est-ce que c'est le payé 37? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui est plus important pour le patron? C'est d'être sûr que tous ses salariés font 39 heures ou ce qu'il veut, lui, c'est baisser son coût du travail? Moi, quand je dis c'est 39 heures payé 37, j'interprète que ce qu'il veut surtout, c'est baisser son coût du travail. Et ça, ils nous le disent assez souvent, hein, le coût du travail est trop élevé, etc. Ce que, par ailleurs, on peut entendre. Donc, j'intègre ça dans la réflexion. Tout ça pour dire que dans l'absolu, la durée du temps de travail dans l'entreprise, les employeurs savent gérer. Enfin, ils savent gérer des temps partiels, des mi-temps, etc. On sait faire tourner des entreprises avec des durées du travail variables, y compris dans une même entreprise. Il peut très bien y avoir des gens qui travaillent tant, ça, c'est pas vraiment un problème. Par contre, pour le patronat, la question du coût du travail est très importante. Donc, il faut l'intégrer dans la réflexion. Et à l'autre bout, ça a été dit aussi, oui, mais les salariés, eux, si on leur propose la moindre réduction de temps de travail qui s'accompagne d'une réduction de revenus, ça va vite bloquer. Pour provoquer, je pourrais dire, plutôt que de proposer 39 payés 37, on pourrait proposer 32 payés 30. Pour l'employeur, ça pourrait presque revenir au même. Par contre, pour l'employé, ça risque d'être compliqué. Ça, qui va accepter de perdre une journée de revenus? Ils ont une journée de revenus. Alors, quand on met tout ça bout à bout, à un moment, ça nous a conduit à nous dire, et si une innovation sociale venait nous aider à répondre à cette équation qui semble difficile comme ça, de généraliser le partage du temps de travail vu du côté du patron et vu du côté des employés, qui pourrait être, alors ce que nous maintenant à Nouvelle Donne on appelle le revenu citoyen, mais que vous avez peut-être entendu parler sous forme soit de revenu universel, soit de revenu de base. Donc jusque-là, on n'en a pas vraiment parlé, mais même si ça a été évoqué, sous-entendu par plusieurs personnes autour de cette table, dont certains, je ne sais plus qui, ont dit que ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Je ne sais plus qui a dit, c'est peut-être toi qui as dit ça, pour le meilleur et pour le pire. Donc, ou pour le pire. Ou pour le pire. Donc, on s'est dit, et si on abordait la question en mélangeant les approches qui, a priori, pour l'instant, sont très déconnectées. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'associations qui militent pour le revenu de base. Il y a un mouvement français pour le revenu de base, hein, que vous connaissez peut-être. Eux, ils militent pour ça. Et ils parlent très peu de réduction de temps de travail, de partage du temps de travail. Et puis, il y a des gens qui militent pour le partage du temps de travail, le collectif Roosevelt, mais qui ne militent pas pour le revenu citoyen. Alors nous, on s'est dit, bon ben voilà, on va regarder ça ensemble. Et ça paraît finalement assez logique, et on va voir du coup qu'est-ce qu'on a élaboré comme scénario qui intègre ces deux dimensions, avec en plus une réforme fiscale, hein, parce qu'on a dit aussi qu'il y avait des problèmes fiscaux et que l'argent, il était là, il suffisait de savoir le prendre. Donc on va voir comment on peut intégrer tout ça, quoi. Donc concrètement, alors là je vous passe les détails, mais il y a ces 2 ans de réflexion. En fait, ce que je vais vous présenter là, c'est 2 ans de travail dont certaines personnes dans la salle ont contribué à la réflexion. Tout ça nous a amené à dire, nous, on va proposer la semaine des 4 jours. On va proposer la semaine des 4 jours. 32, 30 ou 28, honnêtement, au début, on a fait tous nos calculs sur la base de 28 heures. Parce que moi, finalement, ça me paraissait assez logique, hein, de dire si à 5 jours, on travaille 35 heures, je ne vois pas pourquoi à 4 jours, on ne travaillerait pas 28 heures.
Donc on a fait des calculs à 28 heures. Pour l'instant, on est revenu sur 32 heures, mais ça pourrait très bien fonctionner à 28 heures. Donc ça, acté, trouvons un moyen de généraliser la semaine de 4 jours de manière annualisée pour garder de la souplesse. Hein. Il ne s'agit pas d'imposer ça comme ça, de manière annualisée. Et donc, on va proposer aux salariés, finalement, de renoncer à un jour de travail. Et c'est là qu'intervient la notion de revenu citoyen. Donc, alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion de revenu citoyen. Vous êtes sans doute familier avec le RSA. La grosse différence entre le RSA et le revenu citoyen, c'est que le revenu citoyen est cumulable avec des revenus professionnels. Enfin, tout revenu d'ailleurs, hein, y compris des revenus du capital, ce que vous voulez, quoi. C'est donc une allocation, une dotation que l'État donnerait à chacun d'entre nous, chaque mois, mais qui soit cumulable avec d'autres revenus. Donc, du coup, nous, on a ce qu'on propose comme modalité, parce qu'effectivement, quand on parle de revenu citoyen, c'est très important de regarder les modalités proposées. Ce qui est proposé, et donc, souvent, quand vous entendez parler de revenu de base ou revenu citoyen, on dit revenu citoyen inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire qu'il est individuel. Ça veut dire qu'il est donné à chaque individu, et dans l'idéal, il est donné de la naissance à la mort. D'accord ? Et c'est un droit, d'ailleurs, qu'on envisage d'en faire un droit constitutionnel, pour que, si jamais il y a des changements politiques, ils ne soient pas supprimés, si tant est qu'on arrivait à le mettre en place. Qui dit de la naissance à la mort, ok, le montant, lui, a le droit de varier. Et donc, alors, dans nos simulations, on s'est dit, on va proposer un revenu enfant. Ça, il y a beaucoup de mouvements qui proposent le revenu citoyen propose un montant pour les enfants. Donc là, pour l'instant, on est sur des scénarios de proposer 200 € par enfant jusqu'à 13 ans, puis 400 € par mois, je parle bien par mois, par enfant entre 14 et 18 ans. À partir de 18 ans, on considère que les gens sont adultes, soit étudiants, soit actifs. Pour l'instant, on est sur une modalité de revenu citoyen de 600 € par mois. Et il reste la question des seniors. Et donc ça, c'est un peu aussi l'originalité de notre approche. Nous, on s'est dit, tant qu'à faire de proposer un revenu citoyen, ce serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser pour remplacer cette retraite de base dont je vous ai dit que moi, je la sentais mal partie, quoi. Et donc, pour l'instant, on a fait des calculs sur la base d'un revenu citoyen senior, donc qui serait versé à partir de 65 ans, à 1 200 €. Voilà, vous voyez, 200, 400, 600, 1200 de revenus cumulables avec l'emploi. Une fois qu'on a dit ça, la question qui vient quand on réfléchit au revenu citoyen, la question c'est qu'est-ce qu'on garde ou qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on remplace en termes de prestations sociales existantes. Toi, tu disais tout à l'heure catastrophe, il y a une version libérale qui dit je vous donne une petite allocation tous la même, mais je supprime tout le reste, et ça, effectivement, ça peut être très problématique. Assez logiquement, comme je vous le présente là, je pense qu'on arrivera à se mettre d'accord pour dire que ce revenu citoyen, il pourrait remplacer le RSA, je pense que ça ne pose pas de problème, remplacer les allocations familiales et remplacer la retraite de base. D'accord ? Et il servira aussi à revaloriser quelques minima sociaux. Donc ça suppose que qu'est-ce qu'on garde ? On garde, on garde ce qui fonctionne bien. Je pense que la sécurité sociale en termes assurance santé au sens large, action du travail, ça fonctionne plutôt bien. Donc il n'est pas question de supprimer la sécurité sociale si on met en place un revenu citoyen, parce que par définition, le risque maladie, il n'est pas inconditionnel, quoi. Tout le monde ne va pas tomber malade, etc. Il n'y a aucune raison de le mettre dans une approche inconditionnelle. Alors par contre, garder la sécu, c'est une chose, mais peut-être qu'on pourrait aussi, pendant qu'on y est, moderniser ou peut-être simplifier la sécu. La sécu, je ne sais pas si vous voyez bien comment ça fonctionne. En fait, il n'y a pas une sécu, il y a plein de régimes de sécurité sociale qui sont historiques, parce qu'ils se sont mis en place les uns après les autres, branche professionnelle par branche professionnelle, etc. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde
où la mobilité professionnelle est quand même importante, que les gens le veuillent, et puis à la limite on peut être contre, et ça ne change rien à l'affaire. Dans un monde où sans doute on dit que les gens ne vont plus faire leur carrière, rentrer dans l'entreprise et en sortir à la retraite, je ne sais pas s'il y en a sans doute dans la salle qui ont déjà vécu des changements de caisse de sécurité sociale, etc. Il y en a peut-être qui sont tombés dans les mains du RSI, auquel cas leurs problèmes ont dû commencer. Finalement, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de garder, je crois qu'il y en a 12 régimes de sécurité sociale, est-ce qu'on ne pourrait pas universaliser le système le régime de sécurité sociale, ce qui en gros voudrait dire affilier tout le monde à la sécurité sociale, point à la ligne. Ou peut-être en garder une pour les salariés et une pour les non-salariés. Mais voilà, deux régimes pas plus. On garderait bien sûr des allocations au chômage, parce qu'on n'est pas naïf au point de penser que juste le partage du temps de travail et revenu citoyen pourrait résorber d'un seul coup tout le chômage. Donc on peut garder une partie allocation chômage. Par contre, on aimerait bien revaloriser au niveau de Pôle emploi quelque chose qui fonctionne mal, qui est la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, la formation professionnelle fonctionne plutôt pas trop mal pour les salariés en place, avec le système des OPCA, etc. Enfin, si on met de côté un peu l'opacité du financement, mais globalement, ça ne fonctionne pas trop mal. Par contre, la formation professionnelle de demandeurs d'emploi, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. C'est les régions qui sont chargées de ça. Elles ont de moins en moins de moyens et elles n'ont pas forcément envie de le mettre là-dedans. Globalement, ça ne marche pas du tout. Et chacun s'accorde à dire que c'est un problème. Et c'est d'autant plus un problème si on lance un vaste mouvement de partage du temps de travail. Il va bien falloir rendre employable des gens, et ça passe aussi par de la formation professionnelle. Donc il faudra revaloriser les moyens du Pôle emploi par ça. Et il reste la retraite complémentaire, puisque les gens vont nous dire, ils ne sont pas gênés pour me le dire, ouais, mais 1 200 € pour tout le monde à la retraite, mon brave monsieur, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors ce à quoi on peut déjà leur répondre, que 1 200 €, c'est la retraite moyenne actuelle. Enfin, le chiffre n'est pas... On n'a pas fixé ce chiffre-là par hasard. Hein. C'est la moyenne des retraites actuelles, c'est un peu plus, ça doit être 1 270 €, je crois. Encore qu'il faudrait moduler ça, parce que si vous prenez la retraite moyenne des personnes de sexe féminin, on doit tourner autour de 950, et si on prend la retraite moyenne des personnes de sexe masculin, on doit être à 1500. Et donc finalement, nous, on aurait pris une moyenne, ça. Malgré tout, j'accepte l'idée qu'il y a des gens, notamment qui avaient des bons revenus, etc., qui pourraient dire, moi, ce n'est pas suffisant, 1200, il faut préserver une certaine pouvoir d'achat à la retraite, donc pourquoi pas garder une retraite complémentaire. On a un système de retraite complémentaire qui ne fonctionne pas trop mal. Il a juste le problème d'être pareil, dispersé sur 35 caisses de retraite complémentaire. Je ne sais pas pourquoi on a encore besoin de 35 caisses de retraite complémentaire. Mais par contre, le système de retraite complémentaire public, obligatoire, par répartition, par point, peut être conservé, mérite d'être conservé, quoi. Donc voilà où on en est. On est sur un scénario de dire, si on arrivait en même temps à mettre en place ce revenu citoyen, garder les 3 champs de protection sociale que je viens de décrire en les simplifiant, en les optimisant, et faire le partage du temps de travail, on arrive à un modèle qui permet de revisiter les taux de cotisation sociale. Les taux de cotisation sociale. Il y a des cotisations sociales qui vont disparaître, puisqu'il y a des champs, la retraite de base n'est plus à financer par les cotisations sociales, l'allocation familiale, c'est plus à financer, le revenu citoyen, on va le financer par l'impôt, je vais vous dire juste après comment. On ne garderait que des cotisations sociales sur les 3 champs, maladie, chômage, retraite complémentaire, et on sort le revenu citoyen, le financement du revenu citoyen, on le prend sur l'impôt. Alors ça amène à réfléchir à l'impôt. Donc Guy a dit qu'il n'était pas fiscaliste, moi non plus, mais j'ai dû apprendre. On a réfléchi ensemble avec quand même des gens fiscalistes. Et là, quand tu ne connais pas, en fait, ce que tu fais, tu te renseignes et tu prends les idées à droite à gauche. Et nous, en gros, on n'a rien inventé. On est tombé sur les propositions de Thomas Piketty, dont vous avez sans doute entendu parler,
Donc on a fait comme tout le monde, peut-être, on a lu ses bouquins, on l'a regardé à la télé, etc. On a essayé de comprendre ce qu'il nous disait. On aurait bien aimé le rencontrer directement, mais jusque-là, on n'a pas réussi parce qu'il fait partie des gens qui sont difficiles à joindre. Toujours est-il que, je ne sais pas si vous avez en tête en gros ce qu'il propose, il nous dit qu'il faut fusionner la CSG et l'IRPP. Je pense que vous avez entendu parler de ça. L'IRPP, c'est l'impôt sur le revenu. La CSG, c'est la contribution sociale généralisée qui est prélevée sur tous les revenus, mais à taux fixe, alors que l'IRPP est proportionnel, mais l'IRPP a plein de problèmes, et notamment son gros problème, c'est d'avoir une assiette pas si large que ça, et puis surtout d'être avec plein de niches fiscales qui font qu'il a un rendement finalement très faible. Donc nous, on lit ça, on dit acte, allons-y, quoi. Regardons ce que ça pourrait donner si on fusionne CSG et IRPP dans ce qu'on a appelé un IGR, c'est-à-dire un impôt global sur les revenus, qui serait avec l'assiette large de la CSG, c'est-à-dire qui s'applique à tous les revenus d'activité, mais les revenus de transfert, les revenus du capital, les revenus fonciers, qui soit le plus souvent possible prélevé à la source, parce que nous, on pense que c'est quand même pas mal de prélever à la source, et qui soit bien sûr progressif. Voire peut-être progressif, jusqu'à un niveau qu'on pourrait appeler de confiscatoire, le niveau confiscatoire pouvant être un moyen d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur aussi, de dire que les écarts de revenus indécents, peut-être que ça commence à suffire. Donc on pourrait peut-être aussi aller dans ce sens-là. Donc ça, voilà, on intègre cette réforme fiscale première réforme fiscale. Et Piketty nous dit aussi, bon ben voilà, c'est bien ça de faire CSG et RPP, mais quid du patrimoine, quid de la fiscalité sur le patrimoine. Il nous dit, effectivement, la fiscalité sur le patrimoine, elle est aujourd'hui ridiculement faible. Bon voilà, nous on a entendu ça, on s'est dit, tiens, on va regarder qu'est-ce qui se passe de la fiscalité du patrimoine. Et en se renseignant un petit peu, on s'est dit, on a lu quelque chose dont, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler, on évoque une taxe sur l'actif net. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, s'il y en a qui sont entrepreneurs. Patrick, moi j'aurais envie qu'on y plonge plus vite, parce que je pense que, moi ce que j'ai compris, c'est que tu dis finalement, faisons, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs souvent par exemple, dans la culture, on fait l'image finale et comment y aller, plutôt que de se laisser guider, pousser par la nécessité et de brinque-ballant de changer les choses, si on anticipait un peu, qu'on visualisait quelque chose qui nous ferait envie à tous, parce que si ça nous fait envie à tous, c'est là où on a des marges de changement possibles. Et donc, moi j'aurais assez envie que tu nous décrives cette image finale, parce que là du coup tu prends des précautions, tu expliques plein de choses techniques, c'est bien, on sent que c'est construit, mais avant de laisser la question, des questions qui vont arriver forcément à la salle, c'est déjà, c'est quoi la photo? Alors la photo. J'aimerais bien qu'on y plonge direct. La photo ou le dessin. La photo, c'est une société où tout le monde aurait un emploi. Tout le monde aurait un emploi au maximum 4 jours par semaine. Ça veut dire que tout le monde aurait au minimum 3 jours par semaine de libre. Que les gens auraient un revenu qu'ils tireraient en partie de leur emploi, avec en plus une partie qui viendrait sous forme de revenu citoyen. Ce revenu, par rapport à la situation d'aujourd'hui, serait largement revalorisé pour les gens qui travaillent au SMIC par rapport à aujourd'hui. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais c'était aussi un de nos souhaits. Un de nos souhaits, parce que nous, on pense que le SMIC à 1150 euros net, c'est un peu juste. Donc on s'est dit, si vous voulez, je répondrai à des questions sur comment on fait. Avec notre système, on peut faire la réduction du temps de travail et revaloriser les bas revenus. C'est vraiment un choix politique. C'est un choix politique. Donc tout le monde travaille 4 jours. Tout le monde a 3 jours de libre. On a revalorisé largement les bas revenus. Nos étudiants, ils passent le bac, ils sont majeurs, ils ont leur revenu citoyen, 600 euros chaque mois. Pour les familles, c'est le revenu citoyen enfant qui vient compléter le revenu des parents. Il n'y a plus de, entre guillemets, de RSA stigmatisant, etc.
Pour les non-salariés, j'ai commencé en disant les non-salariés. Comment est-ce que ça peut impacter les non-salariés? Les non-salariés bénéficient aussi du revenu citoyen. D'accord? Avec ça, c'est inconditionnel, c'est donné à tout le monde. Donc pour eux, ça vient se cumuler avec leur salaire, puisque quelqu'un a dit déjà qu'on ne va pas imposer la durée du temps de travail aux non-salariés. On les laisse bien libres de choisir leur durée de temps de travail. Donc eux, ça vient se cumuler. Je vous le dis vite, si vous voulez, je répondrai plus tard. Vous verrez qu'avec cette réflexion revenu citoyen, on peut aussi proposer aux non-salariés de profiter du gain du revenu citoyen pour réduire leur temps de travail aussi, soit en embauchant partiellement un salarié, soit en prenant des associés. Les retraites, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun retraité à moins de 1 200 € par mois. Aujourd'hui, ça doit être 700 000 personnes, je crois, qui touchent le minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, il est à 800 €, je crois. Il est à 800 €. Et ceux qui ont cotisé plus parce qu'ils ont travaillé, ben, ils ont une retraite complémentaire qui leur permet de vivre. Voilà comment je peux te dresser un peu la photographie. Les gens qui voudraient s'exclure de l'emploi, soit en totalité, on sait rien, un couple avec 2 enfants qui veut s'exclure complètement de l'emploi, eh ben, il garde ses revenus citoyens, forcément, ça lui fait, faites le calcul, 1 600 € de disponible, un couple avec 2 enfants. S'il y en a, moi j'ai rien contre ça, s'il y en a qui veulent dire, moi je m'exclus de l'emploi, je vis modestement avec mes 1 600 €, ben, c'est leur droit, c'est leur droit. Et ces gens-là auront droit à l'assurance maladie, à l'assurance, parce que les droits seront universalisés. Tout ça est chiffré, donc c'est ça, hein? Et tout ça est chiffré. Alors je ne sais pas, voilà, je m'arrête là, il m'a dit je vous laisse la photo, je vous laisse sur la photo. Je ne sais pas si vous la trouvez désirable ou si elle vous interpelle. Quand je vois votre tête, vous m'avez l'air tous consternés, donc c'est... Voilà, je ne sais pas si c'est parce que c'est tellement innovant et audacieux que vous êtes sans voix, ou si vous dites que ce n'est pas possible, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Alors déjà, est-ce que Guy et Jean-Marie en particulier, est-ce qu'il y a déjà, avant de prendre, parce qu'on a encore un peu de temps, avant de prendre des questions du public, est-ce que vous pouvez déjà questionner? Vous connaissez plus ou moins qu'est-ce que vous pouvez en dire ou sur quoi vous aimeriez attirer l'attention? Oui, non, moi je pense une question que je ne dois pas être le seul à me poser, c'est pour les gens dont tu viens d'évoquer le cas actuellement, des gens qui se retirent de la société en disant on vit avec un minimum. C'est vrai que ça flash, parce que ça interroge, parce qu'on se dit quel est l'échange social. On pense aux geeks, par exemple, à des gens qui sont des malades de l'ordinateur, des gens qui passent... il y a même une expression, des enfants japonais qu'on appelle des no-life, des gens qui ils vivent leur vie sur leur tablette et leur jeu. Là, on encourage le vice. Enfin, on encourage surtout, pas le vice, bien sûr, mais on encourage une forme de maladie sociale, de pathologie sociale, parce que ces gens-là vont avoir... Enfin, quelle va être leur vie sociale? Donc ça me semble curieux. Mais je pense, je vous remplace juste pour une question qui, je pense, doit être dans beaucoup de têtes. Pas... Plus de vie sociale. Oui, peut-être aussi. Je sais pas. Je veux bien répondre directement, mais ta question relève plus de la thématique générale, partage du temps de travail et répartition du temps entre le temps libre et le temps professionnel, que de relever vraiment de la question du revenu citoyen. On est d'accord. Cette question se pose quoi qu'on fasse comme modalité de partage du temps de travail. C'est une vraie question qu'il faut se poser. Que vont faire les gens de leur temps libre? Moi, j'aurais tendance à dire, en tant qu'homme politique, ça ne me regarde pas. Enfin, j'aurais tendance à dire, c'est la liberté de chacun. Par contre, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, il y a peut-être des activités plus utiles que d'autres, etc. Mais ça relève, à mon sens, d'une part de l'éducation et un certain nombre de choses qui dépassent notre cadre aujourd'hui. Mais voilà, c'est une vraie question qu'il faut se poser, mais on peut se la poser, quelle que soit la modalité qu'on propose de partage du temps de travail. Actuellement, tu peux te la poser aussi pour les chômeurs d'aujourd'hui, parce que les chômeurs d'aujourd'hui, eux, ils sont dans cette configuration-là, quoi. Et ils ont du temps libre. Alors normalement, officiellement, ils sont chargés de chercher activement de l'emploi. Mais je pense que... Voilà. Voilà, je sais pas.
Alors, je pensais d'abord peut-être que toi, Jean-Marie, avant de passer ça va être la gymnastique du fil, je continuerai encore un peu bien sur la table. Moi, j'ai une remarque, justement pas technique, c'est une réaction. C'est que je pense que c'est importable politiquement. C'est pour ça que je dis, j'y vais franchement pour créer le débat. C'est-à-dire que il y a une vraie logique d'ensemble, donc ça c'est important, mais qui affronte tellement de tabous, je pense que politiquement, ce n'est pas possible par rapport à l'urgence dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence d'agenda, je ne crois pas qu'il faille opposer les deux projets. En tout cas, je pense qu'il y a une temporalité qui ne peut pas être la même, parce que là, pour le coup, c'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Une fois de plus, la réduire le temps de travail, on l'a fait tout au long du XXe siècle. Et pourtant, déjà, les Français deviennent bouchés sur la question. Parce qu'on a réussi à leur retourner le cerveau. Mais une fois de plus, globalement, c'est un projet un peu ringard, la semaine de 4 jours. On n'invente rien. On reprend un mouvement qui s'est interrompu parce qu'on a à nouveau besoin de le reprendre. Arriver avec une réforme fiscale, plus une réforme sur le temps de travail où les Français sont bloqués, plus un truc qui n'a jamais été fait nulle part dans le monde, qui est à savoir donner 1200 € à des gens pour qu'ils restent chez eux. Parce que ça va être, le gars, vous allez le tuer, Sarkozy, si vous dites un truc pareil. Il va partir. Et non, mais c'est vrai, parce qu'il y a un côté stupéfiant, parce que c'est hyper important là, quand on dit qu'il y a une résistance culturelle. La culture, c'est que pour l'instant, on a du mal à envisager ce truc-là. Et donc, moi je pense que et là, du coup, il y aura, moi aussi, mais vous allez avoir plein de questions techniques parce que je n'ai pas encore bien compris combien ça coûte, peut-être rien d'ailleurs, et comment ça se fait. Mais en tout cas, ma réaction était sur l'objectif politique. Je trouve que c'est incroyablement difficile de le porter en temps 1. C'est-à-dire, là, 6 millions de chômeurs, qu'est-ce qu'on fait avant que ça craque? Là, je dis, c'est une machine politique à monter. Et donc là, probablement, moi je l'imagine là, un truc à 15 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir. Mais c'est un projet culturel incroyable, je trouve. Voilà, c'est une réaction. Oui, alors ça, effectivement, ça paraît intéressant parce que ce choc-là, soit on le dit, c'est un choc qui va faire peur, soit c'est un choc qui peut faire envie et qui peut tellement bousculer les choses que ça va basculer quelque chose. On peut identifier deux choses qui sont en rupture. C'est le lien finalement entre revenu et travail, revenu et emploi, et puis les succès d'années d'emploi que sont le chômage. Ça, c'est une première rupture que tu as affirmée dès le départ, qui est intéressante effectivement à travailler. Et puis la deuxième, c'est ce dont Anne a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les droits sociaux. Les droits sociaux, actuellement, ils sont liés au travail, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, très clairement, tu proposes de basculer dans un autre système qui est les droits sociaux ne sont plus liés au travail. Et peut-être qu'il faut aller vers ça, effectivement. Mais enfin, moi, j'identifie ces deux ruptures-là. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais... Et avant, justement, là, j'ai l'impression que c'est bien, c'est que ça a aidé à préciser un peu les choses. Avant de passer justement aux questions de la salle, j'aimerais que tu nous dises juste, sans en détail, on n'a pas eu l'occasion d'aborder, combien ça coûte? Est-ce que c'est chiffré? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout à l'heure, on parlait de feignants, de ceux qui ne travaillent pas, on va vite dire que c'est des feignants. Là, tu nous dis que c'était de nouvelles assez incroyables. L'éloge de la paresse. Donc forcément, l'éloge de la paresse ou de feignant, on dit que ça a un coût social. J'ai pas... Enfin, si vous avez bien écouté, si vous avez bien écouté, est-ce que j'ai dit? Je crois pas. Je crois pas avoir dit qu'on milite pour mettre un revenu citoyen pour que les gens restent chez eux. J'ai dit que, au contraire, notre approche, et c'est tout l'intérêt de faire en même temps le partage du temps de travail. Si on met un revenu citoyen sans faire le partage du temps de travail, c'est-à-dire dans le contexte actuel de chômage massif, qu'est-ce qui va se passer? Ça, j'en suis à peu près sûr. Ce qui va se passer, et ce sera irréversible, si on le fait, ce sera irréversible. Ce revenu citoyen, et ça, c'est l'argument des anti-revenus universels. Ils nous disent, et là, ils ont raison. Ils ont raison. Ce revenu citoyen, ça va créer une société à deux vitesses. Il y a tous les gens qui sont actuellement dans le chômage, on va leur dire, bon, ben maintenant, vous avez votre revenu citoyen, débrouillez-vous avec. D'accord? Et, je vais être encore un peu plus provoquant, ça risque beaucoup de concerner les dames. Ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup. Hein. Les gens disent le revenu citoyen, ça va être devenir un salaire maternel. Salaire maternel.
on va dire entre autres aux femmes, maintenant vous avez votre revenu citoyen, vous restez à la maison, quoi. C'est pour ça que nous, on veut vraiment lier les deux, essayer en termes de temporalité de mener les deux le plus possible de front pour éviter ce risque-là. Et donc du coup, ça devient un revenu citoyen, non pas pour que les gens restent chez eux, mais pour que chacun puisse avoir un emploi. Un revenu citoyen qui permet de financer une réduction du temps de travail suffisamment élevée pour que chacun puisse avoir un travail. Donc le revenu citoyen finance le partage du temps de travail. C'est ça qu'il faut C'est donner comme élément avant de... C'est le financement d'ensemble. Alors, tu as des questions sur le financement d'ensemble. Mais tu m'as demandé combien ça coûtait? Oui. Oui, combien ça coûtait? Je ne sais pas, ça vous intéresse de savoir combien ça coûte? Oui, mais toi tu sais déjà, alors tu n'as pas le droit de poser la question. Je ne sais pas, vous avez une idée de ce que ça coûterait de donner à la population française, selon la répartition de la population française au 1er janvier 2016, je crois que c'est les chiffres là, 200 € par enfant, 400, 600, 1200, quelqu'un... Combien? 470 millions, c'est pas ça? Attends, mon petit gars, t'as juste un coefficient 1000 qui te manque. Ça fait 506 milliards d'euros. D'accord. 506 milliards d'euros. Ça, dans les chiffrages, le plus facile à faire, c'est celui-là. Hein. Ça, c'est vite vu. Ça, on sait combien ça va coûter. Ça, c'est 25% du PIB. C'est facile. C'est 25% du PIB, donc c'est beaucoup d'argent. Ça coûte ça à pyramide des âges constante, sachant que probablement il va y avoir plus de personnes âgées en pourcentage, et ceux qui coûtent le plus cher. Ça coûte ça, Ça, c'est 2016, voilà. situation. C'est forcément amené à coûter plus cher. Situation 2016. Donc ça fait beaucoup d'argent. Du coup, ça, faut le mettre en regard de qu'est-ce qu'on dépense au jour d'aujourd'hui dans l'ensemble de ce qu'on appellerait la protection sociale et les prestations sociales. Vous avez une idée de ce qu'on dépense aujourd'hui dans l'ensemble de... Plus. Combien? Ah bah si, oui, 700, à peu près 700, j'ai créé des RGFIF, 745 milliards dépensés. Sécu compris? Oui, dépensés en 2013, c'est l'année de référence, pour l'instant j'ai pris l'année de référence 2013. 745 milliards dépensés donc en prestations maladie, prestations retraite, prestations familiales, prestations chômage, plus, on va dire, dépenses sociales de l'État qui ne sont pas comptabilisées dans le budget de la protection sociale. Alors, du coup, est-ce que nos 506 milliards, c'est une grosse somme? Mais ce n'est pas une somme, je veux dire, démesurée, tu vois, par rapport aux dépenses actuelles. Mais on est d'accord, dans les dépenses actuelles, on ne met pas tout, puisqu'il faut garder la maladie, il faut garder la retraite complémentaire et il faut garder le chômage. Et la formation professionnelle. Et la formation professionnelle dans les trucs. Donc en gros, je te le fais à la louche, tu vois, on part de 750, on a besoin de 500, on a 250 qui peuvent être consacrés à ça. En gros, si tu regardes le budget global actuel de l'assurance maladie, du chômage et des retraites complémentaires, il nous manque 100 milliards. Il nous manque 100 milliards. Où peut-on prendre ces 100 milliards? Là, il y a plusieurs pistes d'économie. Donc, c'est des économies de fonctionnement sur les systèmes de protection sociale. Je vous ai dit, hein, on supprime des organismes, on garde plus qu'un organisme d'assurance maladie, on garde plus qu'une caisse de retraite, on garde plus que le Pôle emploi, enfin, qui existait déjà tout seul, et on simplifie beaucoup les procédures. Il y a un volet d'économie possible justement sur des aides sociales autres que ces prestations sociales, notamment quelque chose dont je n'ai pas parlé, par exemple, c'est les aides au logement. Hein. On garde le principe d'aide au logement. Par contre, on espère que les gens aient moins besoin d'aide au logement. Alors, pour plusieurs raisons, parce que si tous les gens retrouvent un emploi, retrouvent un revenu décent, ça, et en plus, alors je ne vous fais pas tout, mais on aurait dans le programme de Nouvelle Donne des mesures spécifiquement ciblées sur une politique de logement, etc. Donc ça fait un tout global. Et donc il y a des prestations, les indemnités chômage, bien sûr, on espère qu'il y en ait moins. Hein. Enfin, l'objectif, c'est qu'on garde un système d'indemnité chômage. Mais l'idéal, c'est d'avoir un système d'indemnité chômage
qui ne sert presque à rien. C'est-à-dire que c'est un système d'assurance, mais un système d'assurance qui, enfin, voilà, comme on était un peu dans les 30 Glorieuses. Là. Je savais, dans les 30 Glorieuses, tu perdais un travail et ben, la semaine d'après, tu en avais retrouvé un autre. Quoi. C'est un peu dans un modèle comme ça qu'on aimerait arriver. Donc, et ceux qui voulaient être feignants pouvaient être feignants. Non, c'est sérieux. Donc voilà. Donc là, en gros, je vous le fais, ces deux postes d'économie, ça pourrait faire à peu près 50 milliards. 50 milliards. Et le solde, c'est de la fiscalité. Et là, effectivement, la fiscalité, c'est de la simplification fiscale qui est aussi le point de départ d'une bonne lutte contre la fraude fiscale. Parce qu'aujourd'hui, lutter contre la fraude fiscale, quand vous voyez la situation fiscale de la France, vous dites c'est impossible. C'est tellement complexe, il y a tellement de niches qu'aujourd'hui c'est impossible. Je ne sais pas si vous savez, ils appellent ça, je crois, le manuel fiscal. Chaque année, Bercy édite le manuel fiscal, qui est que vous pouvez télécharger sur le site impôts.gouv.fr, qui récapitule toute la fiscalité, c'est-à-dire tous les taxes, les impôts, etc. En moyenne, c'est quelque chose qui fait 3500 pages. 3500 pages pour décrire la fiscalité française pour une seule année. Et chaque année, ça change. Enfin, tout ne change pas, mais il y a une bonne partie qui change. Donc, simplifier la fiscalité, améliorer le recouvrement de l'impôt, supprimer un certain nombre de niches fiscales qui nous paraissent totalement inutiles, dont certaines, si vous voulez, je répondrai à des questions s'il y a ça. Il y a beaucoup de niches fiscales qu'on peut supprimer, et la fameuse fiscalité sur le patrimoine, qui va venir se greffer en plus. Alors moi, du coup, ce que je comprends, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre, c'est pas l'objet de cette table ronde citoyenne-là, de rentrer dans le détail, et ce que je comprends là de ce que tu lui dis, c'est que pour l'instant, il y a un coût de 750 milliards par an de protection sociale, chômage, sécu, etc., et que, en gros, si on faisait revenu citoyen en gardant les choses, ça coûterait 850 milliards. Donc il y a une marge de 100 milliards à trouver dessus, sur lesquels vous avez des propositions. Moi, il me semble que c'est déjà suffisant à entendre ça. Moi, j'entends que 100 milliards sur, c'est pas effectivement si énorme, on pourrait peut-être les trouver. C'est peut-être suffisant. Après, on aura peut-être des questions techniques. J'aurais envie maintenant, pour finir, de passer des questions de public.